En France, entre 8 et 9 Français sur 10 sont contre l'élevage intensif. Pourtant, une très grande majorité d'entre eux consomment des produits issus de ces élevages. Je m'appelle Romain Espinosa, je suis chercheur au CNRS et ma spécialité c'est l'économie du bien-être animal. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 pistes, parmi d'autres, pour expliquer ce paradoxe. Ouais, vacances de la Toussaint, on quitte la ville, pull up. Wouhou, allons-y. Oh, regardez, une vache. Wouhou. Oh là là, elle est bien. Et là, un mouton sauvage. Wouhou. Ah, c'est quand même super de vivre dans un pays qui traite si bien ses animaux. Alors c'est vrai, en France on a la très grande majorité des vaches qui passent leur vie à l'extérieur, mais en fait c'est une vision assez faussée de la condition animale en France. On voit par définition les animaux qui ont accès à l'extérieur. Au contraire, les animaux qui sont dans des élevages intensifs, par définition derrière des murs, on ne les voit pas. La très grande majorité, c'est en réalité des volailles, parmi lesquelles les poulets de chair, et on sait que dans ces poulets-là, on a 80% de ces animaux qui n'ont jamais accès à l'extérieur. C'est à peu près 95% pour les porcs, et c'est plus de 99% pour les lapins. On estime qu'à peu près 740 millions de poulets sont tués tous les ans en France, soit à peu près 2 millions par jour. Mais, nous on va le voir, c'est de l'ignorance sincère. S'ajoute l'information qui nous est donnée par la publicité. Avant le 20h, ou bien toute la journée, mais avant les repas par exemple, on voit majoritairement des élevages bovins qui ont accès à l'extérieur. On voit aussi qu'ils sont bien traités, avec des bonnes relations avec les êtres humains, de l'espace. Alors bien sûr, quand on regarde par la fenêtre de la voiture ou du train et qu'on voit ces bovins à l'extérieur, finalement, on se dit que ça se passe plutôt bien. Mais en réalité, on voit seulement un type d'animaux, et on ne voit qu'une seule partie de leur vie, finalement, le moment où ils sont à l'extérieur. On occulte toutes les autres aspects qui sont souvent décriés par les associations de défense des animaux, comme l'écornage ou la séparation avec le veau. Non mais c'est bon, moi je mange pas de viande mais je m'en sors très bien. Hein. Tiens, passe-moi le gelé s'il te plaît. Elle souffre pas quand on l'écueille. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elles te l'ont dit les vaches qu'elles souffraient? Monsieur par le vache peut-être? Génial. Super blague, Fabien. Franchement, Esteban, tu devrais pas t'en faire autant. C'est complètement débile une vache. Impossible que ça souffre. Ouais. Quand on parle de consommation de viande, il y a ce qu'on sait et ce qu'on n'aimerait pas savoir. Par exemple, quand on commande de la viande au restaurant, personne n'a envie de se dire que probablement ça vient d'un élevage intensif. Ça, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Il y a une différence entre ce qu'on aimerait faire, potentiellement, prendre soin des animaux parce qu'on les aime, on les respecte, on sait que c'est des êtres intelligents, capables de bonheur, et de l'autre côté, le fait qu'ils finissent dans nos assiettes, et que souvent ils viennent d'élevage intensif. C'est un tas de tension entre nos valeurs morales et ce qu'on fait, et ce qu'on appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive a été beaucoup étudiée en psychologie et finalement montre que les consommateurs cherchent à éviter cet état qui crée une sorte de coup moral assez désagréable. Pour les consommateurs, une des solutions pour sortir de cet état de tension est ce qu'on appelle le raisonnement motivé. Je vais chercher à raisonner de manière motivée pour justifier mes actions. Un exemple, typiquement, est le dénigrement des animaux. Pour ne pas penser à l'impact que j'ai par exemple sur le poulet, je vais chercher à dénigrer le poulet. Finalement, il n'est pas si intelligent. Finalement, a-t-il vraiment besoin d'autant de place? Ou bien, est-on vraiment sûr qu'il est capable de ressentir du bonheur? Des travaux en psychologie ont montré que, après avoir consommé de la viande, on a tendance à davantage diminuer la souffrance des animaux et à dénigrer leur capacité cognitive. Toutes ces stratégies vont finalement consister à rendre l'animal plus proche de l'objet et finalement le sortir de notre système moral. Un exemple du quotidien est par exemple nos relations avec les animaux de compagnie par rapport à nos relations avec les animaux d'élevage. Typiquement, à la maison, on prend soin de notre chat, de notre chien, on les trouve très intelligents, on dépense beaucoup d'argent pour leur bonheur. Au contraire, quand il s'agit des animaux qui sont élevés dans les fermes, comme les porcs ou les poulets, tout de suite, on crée une distance. Ces animaux sont moins intelligents, ces animaux n'existent qu'en groupe, finalement, il n'y a pas d'individualité de l'animal, contrairement à Mimi ou Chichi, qui sont nos animaux de compagnie. Et c'est bien dommage, car les progrès de l'éthologie et des neurosciences de ces 20 dernières années vont tous dans le même sens. Les animaux ont une appréciation subjective du plaisir et de la souffrance. Ce sont des êtres doués de capacités cognitives très développées. Quelques exemples ont été mis en lumière par ces études scientifiques. Les vaches manifestent des signes de détresse et de souffrance pendant 10 jours après la séparation avec leur veau. Les cochons, eux, reconnaissent jusqu'à 30 de leurs congénères et sont capables d'empathie avec eux. Concernant les capacités cognitives, de nombreuses études montrent que les cochons sont plus intelligents que les chiens. Ils peuvent jouer à des jeux vidéo simples avec des joysticks, ils comprennent comment fonctionne un miroir, et enfin ils sont capables d'apprentissage mais aussi de transmettre des informations à leurs congénères.
Et là, je lui dis, tu feras attention, t'as un tout petit peu de poivre coincé dans la moustache. Non. Et le mec me répond quoi? Bah, toi, t'as un énorme bout de rhum steak coincé juste entre les deux incisives. J'étais là, mais le blanc que ça a foutu. Ah ouais. Tu penses pas que tu devrais réduire la viande quand même? Pour tes dents, pour la planète, ou juste les animaux quoi. Les animaux, mais tu rigoles. Je les adore. Oh, regarde comment je brosse trop bien ma petite chipie. Je l'aime trop, ma petite chienne. Je prends tellement bien soin de ma chienne. Je peux bien manger du mouton de temps en temps, genre. Alors c'est vrai, certaines personnes peuvent considérer que c'est contradictoire finalement de prendre soin de ses animaux compagnie, par exemple sortir son chien le matin, le midi, le soir, en même temps quand on se retrouve à table, manger de la viande, et au final contribuer à un élevage intensif de masse en France. Alors, est-ce vraiment contradictoire? Plusieurs psychologues se sont intéressés à ce qu'on appelle la licence morale. C'est cette idée que, au final, à la fin de la journée, on essaie d'avoir une balance entre les actions positives qu'on a pu faire et les actions négatives. On prend soin de son animal de compagnie, et finalement, grâce à ça, on se perçoit comme quelqu'un qui prend soin des animaux. Ainsi, quand on arrive à table, on ne voit pas le problème à manger des animaux. On observe en réalité le même phénomène adapté au changement climatique. Un exemple frappant est celui de l'aviation. Je décide de prendre l'avion pour aller en vacances, et je sais que ça va polluer. Mais imagine maintenant que l'entreprise me propose de planter des arbres pour compenser le carbone que je vais émettre en prenant l'avion. On peut avoir ici ce qu'on appelle un effet rebond, quand nos petites actions positives sont largement compensées par les grandes actions négatives qu'elles entraînent. Parce que j'ai la possibilité de planter des arbres, je vais me sentir mieux à prendre l'avion et donc je vais voyager plus. Le problème, c'est que l'impact global est peut-être négatif pour le climat. On observe exactement la même chose avec la consommation de viande. Peut-être qu'en prenant soin de nos animaux d'un côté, on s'autorise à manger plus de viande de l'autre côté. De la même manière, en achetant des produits qui sont étiquetés bons pour le bien-être animal, on s'autorise à en acheter davantage. Au final, plus d'animaux sont tués au niveau national. Ça fait combien de temps que t'as arrêté la viande? C'est charmé en tout cas. Respect total. Elle est nulle cette expression. Ça fait pas longtemps, mais bon. Si je suis la seule à pas manger son hamburger, ça va rien changer. C'est sûr que tout seul on peut pas faire grand chose. Je vais vous prendre un triple cheese supplément bacon alors, monsieur. Parce que je le mange ou pas, ça changera rien. Pour lutter contre l'élevage intensif, parfois, les consommateurs peuvent vouloir changer leur comportement au niveau individuel. Mais très souvent, ils se posent la question de l'impact réel de ce changement. Si je suis seul à changer mon comportement, quel impact je vais avoir au final sur l'élevage intensif qui concerne en France plus de 800 millions d'animaux par an par exemple. La science économique s'est beaucoup intéressée à ces problèmes de coordination, où finalement on serait tous prêts à faire un effort si on le faisait collectivement. Un des exemples très connus en ce qui concerne la condition animale est une loi qui a été passée aux États-Unis qui s'appelle la Proposition 2. Cette loi visait à interdire la vente et l'élevage d'œufs de poules en cage. Le problème, c'est que la majorité de consommateurs en Californie achetaient ces œufs de poules en cage. Mais quand les Californiens ont été appelés aux urnes, plus de 60% d'entre eux ont pourtant décidé d'interdire l'élevage de poules en cage. Alors ce référendum, il est très instructif sur plusieurs raisons. La première, quand on regarde le consommateur, on s'aperçoit qu'au niveau individuel, il fait peu d'efforts. Il va typiquement acheter le poulet bas de gamme ou les œufs en cage. Pourquoi? Parce que le consommateur agit comme un passager clandestin. Il va au supermarché surtout penser à l'impact sur son budget à la fin du mois. Pour moi, c'est très cher d'acheter du poulet élevé en plein air, donc je vais acheter du poulet élevé en cage, parce que de toute façon mon impact, il est quasiment nul. Le deuxième enseignement, c'est qu'on peut sortir de cette spirale avec ce qu'on appelle les coopérateurs conditionnels. Ce sont tous les individus qui sont prêts à faire un effort sur leurs achats si les autres citoyens sont également prêts à faire un effort. Dans le cadre du référendum, ce sont les consommateurs qui, avant, achetaient des œufs de poule en cage et demain se mettent à voter pour l'interdiction de ces pratiques. Alors si 80% des poulets en France sont élevés en élevage intensif, ça ne veut bien sûr pas dire que 80% des consommateurs souhaitent cet élevage intensif. Ça signifie surtout qu'il n'y a pas d'espace de coopération entre les consommateurs. Par exemple, il n'y a pas eu de référendum au niveau national sur la fin de l'élevage intensif ou sur d'autres pistes d'amélioration du bien-être animal. En 2020, plusieurs associations avaient par exemple proposé un référendum pour les animaux qui consistait en 6 mesures pour améliorer le bien-être des animaux. Justement, la théorie du bien public nous explique que ça aurait été une bonne manière d'améliorer le bien-être animal en France, tout en respectant la volonté des citoyens et des consommateurs. Alors, en l'absence de référendum, est-ce que ça sert à quelque chose de changer mon alimentation au niveau individuel? La meilleure solution serait d'agir au niveau collectif. Mais quand ce n'est pas possible, le niveau individuel peut quand même avoir du sens. Par exemple, quand je change mon comportement au niveau individuel, je vais influencer mes pairs. Je vais servir d'exemple. En changeant moi ma consommation, je montre qu'un autre mode de vie est possible et finalement je vais peut-être convaincre les autres individus de changer également. Ceci peut conduire à des phénomènes de contagion sociale. Une autre possibilité, c'est que si nous sommes de plus en plus nombreux à nous engager individuellement sur cette voie, il sera alors plus facile de réformer au niveau national. Par exemple, il est beaucoup plus difficile d'interdire l'élevage au niveau national quand 80% des poulets sont élevés en cage, plutôt que quand 20% des poulets seulement sont élevés en cage. Notre consommation individuelle peut préparer la voie à un changement de législation.